dans l'atelier de Michel-Ange. Évoquer simplement le prénom de Michel-Ange, c'est évoquer tout le génie artistique et créatif, et ce prénom résume à lui seul tous les apports de l'humanisme et de la Renaissance. Delacroix lui-même, à travers ce tableau que vous avez maintenant sous les yeux, représente à la fois la solitude, l'acte créatif, cette pensée, avec cette position de penseur justement, et environné de ces chères sculptures, souvent représentatives évidemment de ses tourments intérieurs, de ses passions. En tout cas, ces sculptures sont perçues comme de véritables prières, des prières intimes, qui nous révèlent à la fois évidemment l'homme et ses passions. Alors il faut savoir que Delacroix va souvent représenter justement cette attitude, cette réflexion sur les arts en général, que ce soit la peinture ou la sculpture, et il aura en admiration, il ne sera pas le seul évidemment, vis-à-vis de l'acte créatif d'un Michel-Ange. Alors que connaissons-nous véritablement de Michel-Ange? Quelles sont nos sources d'informations? Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question, il faut se replonger dans l'un des ouvrages de référence qui s'appelle Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Vous l'avez maintenant sous les yeux. Vous avez ici la page de titre de la deuxième édition de 1568 et l'auteur, lui-même artiste, Giorgio Vasari. Giorgio Vasari va être véritablement le biographe de tous les grands peintres, de tous ces grands artistes, depuis le Trecento, depuis Giotto, Cimabue, jusqu'aux contemporains évidemment du XVIe siècle. Alors vous avez ici un de ces portraits qui se trouve à la Galerie des Offices à Florence et qui représente le grand maître, celui-là même qui va réaliser le fameux tombeau. En tout cas, ce sont ces dessins qui serviront de modèle pour la réalisation du tombeau de Michel-Ange à Florence. Tout commence en 1475, le 6 mars exactement. Voici la maison natale de Michel-Ange à Caprese. Nous sommes en Toscane. Alors il est issu d'une famille bourgeoise, mais une bourgeoisie plutôt en fin de lignée. Il n'y a que le nom, il n'y a qu'une petite fortune qui va vite être dilapidée. C'est la raison pour laquelle Michel-Ange n'aura de cesse toute sa vie durant d'aider son père. Alors sa maman Francesca meurt alors qu'il n'a que 6 ans et son père justement c'est un fonctionnaire qui a eu différentes fonctions. Il s'appelle Lodovico et il est issu d'une fratrie de 5 enfants. Il est le deuxième fils de cette fratrie. Alors très rapidement il va révéler des talents de dessinateur, un intérêt certain pour les arts. Dès qu'il est à Florence, il rentre dans une église, soit pour aller admirer les œuvres de Masaccio en particulier, ou de son héros, de son modèle absolu, qui n'est autre que le génial sculpteur Donatello. Il aura toute sa vie durant une véritable passion et une admiration sans borne pour les œuvres de Donatello. Quoi qu'il en soit, son père voit d'un très mauvais œil son intérêt pour le dessin. Pour lui, ce n'est que du barbouillage, sans intérêt, et il veut pour son fils ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire une formation, un vrai métier. Et pour le père de Michel-Ange, dessiner ce n'est que barbouiller et sculpter ce n'est qu'une œuvre de tailleur de pierre, donc sans aucune considération. Et il est vrai qu'on retrouve ce même aspect dans la famille de Léonard de Vinci, et donc c'est la raison pour laquelle Michel-Ange, tout jeune, devra se cacher pour réaliser ses premiers dessins. Jusqu'à ce qu'il rencontre un des élèves de Ghirlandaio qui va justement aller voir son père en disant que son fils a vraiment de l'or dans les doigts, qu'il a beaucoup de talent et qu'il va rentrer de guerre lasse. Son père l'autorise à rentrer dans l'atelier du très grand peintre qui est un peintre important, qui est un peintre qui a réalisé quelques fresques dans la chapelle Sixtine sur les murs latéraux. C'est Domenico Ghirlandaio.
Ghirlandaio. Alors ici, vous avez un autoportrait de l'artiste tiré de l'Adoration des mages qui se trouve maintenant au musée de l'Hôpital des Innocents de Florence. Et dans cet atelier, eh bien, le jeune Michel-Ange, qui n'a que 13 ans, va avoir la formation classique, c'est-à-dire qu'il va apprendre à préparer les pigments, à réaliser quelques menus détails sur les peintures, sur ses fresques. Et donc c'est là qu'il va véritablement prendre conscience eh bien, de l'intérêt d'avoir une palette, c'est le cas de le dire, assez différente, assez large pour pouvoir appréhender tous les aspects des arts en général. Et parmi ces arts, eh bien, il y a surtout la sculpture, car il s'ennuie un petit peu, il faut bien l'avouer, dans l'atelier de Ghirlandaio. Ce qui intéresse le jeune garçon, c'est la sculpture. Il est baigné par cette antiquité. N'oublions pas qu'il est né donc à la fin du XVe siècle, que s'il y a un véritable engouement pour les antiques, ce qui donnera naissance évidemment à cette renaissance, avec un retour justement à l'antiquité. Et vous avez à droite eh bien, un tableau de Jean-Léon Gérôme qui vous représente eh bien, le jeune garçon qui n'est autre que Michel-Ange et qui va rencontrer le vieux maître qui s'appelle Bertoldo di Giovanni. Alors effectivement, Michel-Ange, il a à peu près 15 ans lorsqu'il va rencontrer ce fameux Bertoldo et il va très régulièrement dans un endroit qu'il affectionne à Florence, qui n'est autre que le jardin San Marco, qui voit s'accumuler la collection de Laurent le Magnifique, Laurent de Médicis, la grande et puissante famille qui a un véritable monopole politique et artistique sur la ville de Florence. Et donc c'est dans ce jardin eh bien, que le jeune Michel-Ange va se familiariser avec les œuvres que l'on découvre, un peu comme de l'archéologie avant l'heure, toutes ces antiques, toutes ces sculptures. Eh bien, c'est l'un des élèves de Donatello, l'un de ses disciples, Bertoldo di Giovanni, qui va initier le jeune garçon au travail de la matière de ce marbre qu'il verra progressivement eh bien, évoluer pour en faire l'un des plus grands sculpteurs de son époque. Alors dans cet atelier, il va apprendre à copier tout d'abord. Voilà l'une des œuvres phares de ce fameux maître, Bertoldo di Giovanni. Donc c'est lui qui va réaliser cette scène de bataille qui se trouve maintenant au musée du Bargello de Florence. Je vous laisse apprécier évidemment toutes les lignes, toutes les courbes de ce combat entre ces chevaux, regardez, qui ressortent littéralement, ces corps qui sont assez musclés, qui sont à la fois courbés, qui sont hiératiques et qui sont pleins de fougue, de verve et d'énergie. Et on sent évidemment l'influence du grand Donatello qui transparaît dans cette œuvre et que l'on va retrouver dans une des œuvres de jeunesse. Intéressant de voir cette œuvre du tout jeune Michel-Ange. Vous voyez, nous sommes ici avec la bataille des centaures. C'est l'une des plus anciennes sculptures que nous possédions du jeune Michel-Ange. Elle date de 1492 et se trouve actuellement dans un musée qui était d'ailleurs une ancienne maison qui a appartenu à Michel-Ange, la Casa Buonarroti de Florence. C'est un véritable privilège de pouvoir eh bien, pénétrer dans cette maison et de voir justement toutes ces œuvres de jeunesse. Alors cette bataille de centaures, on sent véritablement l'influence que nous venons de voir dans la scène de combat de Bertoldo di Giovanni, où vous avez de nouveau ces corps et qui sont véritablement marqués par les contorsions, les contrapostaux, le personnage de gauche en particulier. Vous voyez qu'ils sont assez saillants, qu'ils ressortent littéralement de cette gangue de marbre qu'il travaille avec beaucoup de maestria. Et vous remarquez eh bien, que le titre est un peu trompeur, même si on a le mot centaure, vous pouvez chercher, eh bien, il n'y a aucun corps de chevaux, ce ne sont que des corps humains. Et c'est d'ailleurs l'une des thématiques qui ressortira le plus souvent de tout l'atelier, de toute la création de Michel-Ange. Souvent le corps masculin va être mis à l'honneur, l'anatomie qu'il va découvrir assez rapidement. Cette bataille de centaures eh bien, n'est pas attirée de nulle part. Il est baigné évidemment dans un environnement plutôt philosophique, néo-platonicien, et cette idée justement des centaures contre les lapites, eh bien, il l'apprend d'un génial philosophe qui le côtoie régulièrement. Il s'appelle Ange Policien. Donc voilà en tout cas l'une des sculptures les plus célèbres.